Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre projet BD. On arrive bientôt à la fin. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de tout ce qui concerne le storyboard. On va parler des bulles et de cadrage. Et je vous présente deux personnages hyper sophistiqués que j'ai créés pour l'occasion, à savoir Petit Chat et son pote le lapin. Ces deux-là, ils vont nous aider à illustrer mes propos pendant tout le long de la vidéo. Et ces propos, comme d'habitude, ce sera, selon moi, les bases. Évidemment, ça ne se veut pas être une méthode absolue, mais c'est ce que moi j'ai retenu de tout ce que j'ai pu lire ou apprendre en créant ma BD. Et du coup, j'essaie de vous transmettre ça, et j'espère que ça vous sera utile. Donc, on est parti avec les bulles. Et je vais commencer encore une fois par vous parler de sens de lecture. Je sais, j'insiste beaucoup, mais parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de lire une histoire dans le mauvais ordre. Exactement comme si vous lisiez un livre avec des pages inversées, ce serait pas possible et pas très compréhensible. C'est pareil avec la BD, vous devez mettre les cases dans le bon ordre, et dans les cases, vous devez mettre les bulles dans le bon ordre. Sinon, évidemment, on perd le fil, on comprend pas trop ce qui se passe, et c'est d'autant plus grave quand il s'agit d'une réponse et d'une question. Donc vous allez lire la réponse avant la question. Ça, il n'y a rien de pire pour flinguer la narration. Donc, on fait très attention au sens de lecture des bulles. Et le sens de lecture des bulles, en fait, il est identique à tous les autres sens de lecture ici en Europe. Donc, on commence en haut à gauche, puis on va à droite, puis on descend, on lit la case de gauche et droite et ainsi de suite, en allant de haut vers le bas. Donc, concrètement, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là, on va lire d'abord bla, ensuite on continue sur notre ligne, on va lire la réponse non, on descend, on va lire o, et enfin blablabla. Le sens de lecture des bulles est respecté, normalement pas de difficulté particulière, vous n'avez pas pu vous tromper. Et donc le lecteur ne devrait pas se planter non plus. Prenons un autre exemple. Là normalement, vous avez lu la réponse avant la question, puisque la bulle qu'on doit lire en premier, c'est celle qui est le plus en haut. Exactement comme si vous arrivez sur la page d'un texte, vous n'allez pas lire une phrase qu'en plein milieu, vous allez commencer par les phrases qui sont tout en haut de la page. Et c'est pareil avec la case. Donc là, on se retrouve avec bof pas top, qui est en fait la réponse à ça va mieux. On aurait dû lire d'abord ça va mieux et la réponse bof pas top. En version corrigée, ça donnerait donc ceci. Autre exemple, erreur classique que d'ailleurs j'ai vue très récemment dans une BD amateur. Donc là, encore une fois, on lit la réponse avant la question, simplement puisque la réponse est à gauche et la question est à droite. Et en plus, la réponse est un tout petit peu au-dessus de la question, ce qui fait que de toute façon, par réflexe, on va lire d'abord la réponse. Alors ça, c'est une erreur qui est assez typique quand on fait rentrer le personnage qui parle en premier dans le mauvais sens de la case. Là, par exemple, si j'avais inversé, si j'avais fait rentrer le lapin plutôt que Petit Chat à gauche, assez logiquement, sa bulle aurait été en premier, et donc ça aurait été beaucoup plus logique. Mais là, comme j'ai fait l'inverse, et elle, c'est exactement ce qui s'était passé dans sa BD, elle avait fait rentrer le personnage qui posait la question à droite, ce qui fait que assez logiquement elle a mis la bulle au-dessus du personnage, et du coup c'est ce qui faisait l'incohérence. Elle aurait dû inverser sa case, c'est-à-dire inverser le sens de sa case. Et là pareil, ou alors on s'arrange pour que la première bulle à lire soit quand même celle du personnage de droite, mais que ça reste quand même la première bulle, donc il faut qu'elle soit plus à gauche, soit plus en haut. Donc on est d'accord, hein. Dans la case, on met les bulles à lire en premier en haut à gauche, puis à droite, puis en dessous, etc. Exactement comme vous faites l'ordre des cases. On ne change pas d'une case à l'autre parce que sinon, le lecteur il peut pas savoir. Il peut pas savoir que tout d'un coup il faut qu'il lise dans l'autre sens, et ça gêne énormément la lecture puisque tout d'un coup on se retrouve avec une case complètement confuse. Alors évidemment, une fois que le texte a été lu, on comprend qu'en fait il fallait les mettre dans l'autre sens, mais vous voyez à quel point c'est désagréable. Exactement comme si vous regardiez un film, que des scènes étaient inversées, alors après coup vous comprenez, oui, que effectivement les scènes étaient inversées, mais n'empêche que sur le coup vous avez un moment où vous comprenez pas très bien, et ça gêne énormément la lecture. Donc on évite. Autre chose qu'on va tâcher d'éviter, c'est ce que j'appelle les pavés. C'est quand on est tranquille en train de lire sa BD, et que tout d'un coup on se retrouve avec un énorme texte à lire, ce qui là aussi est très désagréable, parce qu'on lit une bande dessinée et non pas un roman. Ce n'est pas normal dans une bande dessinée de se retrouver avec un moment où il y a une bulle qui fait quasiment la taille de la case. Non, il doit toujours y avoir plus de dessins que de bulles, c'est-à-dire que de texte.
à part éventuellement pour un petit passage humoristique ou quelque chose d'anecdotique. Bon, souvent on fait des tout petits dessins, donc là effectivement il faut quand même que la taille du texte soit lisible, alors on peut se retrouver avec des disproportions dans le ratio bulle-dessin. Donc là ok, mais en général quand on écrit beaucoup de texte, c'est parce qu'on a quelque chose d'important à dire. C'est un personnage qui va donner une explication par exemple. Alors faites attention avec les explications parce que déjà de base c'est un peu barbant parce que il y a beaucoup d'informations à assimiler, mais si en plus vous nous sortez ça genre dissertation, ça va pas du tout. Donc on va éviter ce genre de texte. Moi ça m'est arrivé de tomber sur des planches comme ça où tout d'un coup il y a une case avec énormément de texte et franchement en général je les zappe. Je les zappe parce que ça donne vraiment pas du tout envie de les lire. Donc on évite. Il vaut mieux plus de cases et plus de planches. Je veux dire qu'il n'y a pas de loi qui vous limite dans le nombre de planches, donc n'hésitez pas à rajouter une planche ou deux pour dire exactement la même chose. Et aussi, n'hésitez pas à aérer votre texte. Par exemple, une technique assez classique, ça consiste à diviser une grosse bulle en plusieurs petites bulles. Et ça a l'avantage de vous indiquer à quel moment vous devez vous arrêter. Là par exemple, on voit bien qu'arrivé à presque la fin, j'avais pas vraiment la place de rajouter encore une phrase, ce qui montrait bien que mon texte était beaucoup trop grand, donc j'ai mis ce que j'ai pu, j'ai divisé en plus petites bulles pour que ce soit plus aéré, et la suite, je sais qu'il faudra que je fasse une autre case. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'en bande dessinée, il vaut mieux toujours montrer plutôt que écrire. Ça reste une bande dessinée. Bon voilà, j'en ai fini avec le côté rébarbatif en ce qui concerne l'ordre des bulles et la taille des bulles. Maintenant, on va passer à ce qui est un peu plus fun, à savoir la forme des bulles. Alors pour ce qui est l'allure et la forme des bulles, il n'y a pas de choses imposées, mais il y a des choses qui sont répandues et auxquelles du coup le lecteur est assez habitué et qu'il reconnaît immédiatement. Du coup, c'est plutôt pas mal de les utiliser et de garder ces codes qui sont déjà un peu préétablis dans votre BD. Ça facilite pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des variantes. Mais là, je vais vous donner quelques exemples qui sont les exemples les plus classiques. Tout d'abord, tout ce qui est case rectangulaire dans lequel il y a du texte, on appelle ça un cartouche. Et là-dedans, on va mettre soit les pensées profondes d'un personnage. Donc quand il est en train d'intérioriser quelque chose et qu'il est là, on voit beaucoup ça dans les mangas, beaucoup plus que dans la BD franco-belge. Mais voilà, vous connaissez le principe. Ou bien, et ça c'est plutôt utilisé dans la BD franco-belge, on va donner des indications de lieu ou de temps. Par exemple, on va mettre dans un cartouche, on va écrire le lieu qu'on est en train de nous montrer en image. Voilà, Paris, telle année par exemple. Bref, ça a un rôle surtout informatif et introspectif. C'est un peu, on pourrait dire, la voix off dans votre film. Un peu comme si le personnage est en train de parler au spectateur ou comme si vous affichiez quelque chose à l'écran, sauf que pour une case, pour que ce soit lisible, on met ça dans un cartouche parce que sinon, avec le dessin, on ne peut pas lire le texte. Ensuite, là, vous connaissez, c'est une bulle de dialogue, tout ce qu'il y a de plus classique, donc une forme arrondie avec une flèche. Bon, les gens appellent ça une flèche, une queue, un tiret, je sais pas trop. Moi, j'appelle ça une flèche. Évidemment, la flèche pointe vers le personnage. Alors là, deux écoles. Il y a des gens qui aiment bien mettre les bulles sans flèche, parce qu'ils trouvent que c'est disgracieux et que c'est un petit peu, je sais pas, un petit peu schématique. Et il y a des gens comme moi qui préfèrent mettre toujours des flèches. Alors pourquoi moi j'ai choisi de mettre toujours des flèches? Parce que autant c'est évident quand il n'y a qu'un seul personnage qu'il est dessiné avec la bouche ouverte, que la bulle qui est à côté va avec lui, donc c'est vrai qu'on pourrait se dispenser de la flèche. Autant ça empêche des fois de mettre plusieurs bulles dans la même case. Parce que si les deux personnages sont présents, déjà de toute façon vous êtes bien obligé de mettre des flèches. S'ils sont tous les deux présents dans la case, il faut savoir qui dit quoi, donc on va mettre des flèches. Donc déjà de base, du coup je trouve ça pas très logique de les mettre tantôt oui, tantôt non. Mais en plus, moi il y a quelque chose des fois que j'aime bien faire, c'est quand il y a un personnage qui a quelque chose à dire, mais qui a juste une petite intervention d'un autre personnage, j'aime bien mettre la bulle du personnage qu'on ne voit pas, l'insérer dans la case du personnage qui va le plus parler. Et du coup, le fait que le personnage qui parle, il ait des flèches et que tout d'un coup il y ait une bulle sans flèche, ça indique au lecteur, en toute logique,
que le personnage qui dit cette phrase-là, il n'est pas sur la case, puisque du coup c'est le seul qui n'a pas de flèche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour cette raison-là, moi j'aime bien réserver l'absence de flèche au passage où le personnage qui parle n'est pas sur la case. Et pour tous les autres cas, je mets la flèche. Bon, c'est ma façon de faire personnelle, hein, chacun fait comme il veut. Moi je voulais juste vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là. D'ailleurs, petite aparté, de la même façon que quand on parlait des cases, je vous avais dit quand vous faites une BD en couleur, vous n'êtes pas obligé de faire le cadre noir autour, puisque la fin de la couleur délimite la fin de la case. C'est pareil avec les bulles. C'est assez joli même parfois, alors ça dépend de votre style, mais si vous avez un style plutôt light au niveau des couleurs et des dessins, ça peut être extrêmement joli de ne pas mettre de contour noir autour des bulles, et de simplement le blanc de la bulle, ça fait sa délimitation. Donc vous n'avez pas besoin de faire un gros trait noir, des fois ça peut gâcher. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre quelques libertés si vous pensez que ça colle bien à votre style, ça peut être vraiment très sympa. Maintenant là, on va commencer à varier un petit peu les formes des bulles, parce que de la même façon que vous allez mettre de la ponctuation à votre texte pour nous indiquer quand quelqu'un s'exclame, quand quelqu'un est pensif, etc., vous allez jouer visuellement également sur la forme des bulles. Alors une bulle que j'aime bien utiliser, une forme que j'aime bien utiliser, c'est celle-ci. C'est une forme un petit peu éclatée comme ça, qui est un peu plus rigolote, un peu plus fun que la bulle classique de dialogue, et qui normalement signifie une certaine tonicité. Une phrase qui est dite de façon énergique, par exemple, ça va être un éclat de rire. Vous voyez, quelqu'un qui va être hyper gai, qui va apprendre une bonne nouvelle et qui va être tout surexcité. Bon voilà, ça c'est typiquement le genre de bulle qui va signifier cette ambiance-là. Ensuite, la bulle nuage, bon bah là, vous connaissez. Là, on va pas mettre de flèches, on va aussi mettre des petits ronds vers la personne qui a la pensée, et donc ça sert à exprimer quelque chose qu'elle pense et qu'elle ne dit pas à voix haute. Et autant la bulle en forme de nuage, ça évoque la pensée, quelque chose qui est silencieux, autant à l'inverse, on a la bulle vénère, donc ça c'est la bulle qui va signifier quelqu'un qui crie ou qui parle très fort ou qui est énervé. Et d'ailleurs, la flèche qui va pointer vers le personnage, on va lui donner aussi un petit aspect comme ça, éclair, quelque chose d'un peu rugueux. Donc là, on exprime la colère, tout ce qui est fort, assourdissant. La bulle pointillée. La bulle pointillée, ça sert normalement à exprimer le chuchotement. Quelqu'un qui va parler doucement à une autre personne pour qu'on comprenne que les autres personnages ne puissent pas entendre, on va mettre ces petits pointillés. Un peu comme si le dialogue était entrecoupé, ce qui d'ailleurs est le cas, hein, quand on entend quelqu'un chuchoter, on ne peut pas distinguer ce qu'il dit, mais on entend bien qu'il est en train de parler. Voilà, ça c'est la base. Bien évidemment, après, vous pouvez aller au gré de vos envies. Par exemple, j'ai déjà vu des bulles avec des motifs autour, par exemple des petits cœurs pour signifier que la personne qui parle est un peu langoureuse, amoureuse, séductrice. Ou alors, autre bulle qu'on voit assez souvent, c'est ce type de bulle qui en fait est utilisé pour tout ce qui est voix synthétique. Donc ça va être par exemple un personnage qui est au téléphone. Plutôt que de dessiner dans une autre case le personnage qui répond, bah on va mettre la bulle qui vient du téléphone, comme ça on comprend que c'est la personne à l'autre bout du fil qui parle, et on va lui donner cette forme étrange. Ou alors on va utiliser ça pour faire le bruit d'un ordinateur par exemple. Ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lâcher, à partir du moment où ça aide à exprimer le ton de ce qui est dit, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, on a fini avec les bulles, donc pour ce qui concerne les formes, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, sachez qu'il y a quelques petites choses auxquelles on est habitué, donc c'est bien de s'y tenir pour pas entraîner de la confusion, mais somme toute, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Et pour ce qui est de l'ordre des bulles dans les cases, ben vous respectez tout simplement l'ordre de lecture et il n'y aura aucun souci. Maintenant, on va passer au cadrage, c'est-à-dire où est-ce qu'on place la caméra, et la caméra représente la vue du lecteur. On reprend notre personnage Petit Chat, et Petit Chat, là, c'est un point de vue normal, c'est-à-dire qu'il est vu un petit peu sur le côté, mais il n'est pas vu du dessus, il n'est pas vu du dessous, il n'est pas vu de derrière, il n'est pas vu de face, il est tel qu'en général on représente un personnage. C'est un point de vue qui est neutre, c'est-à-dire que là, vous ne transmettez pas d'émotion particulière
en utilisant le cadrage. C'est normal. Ensuite, on a le point de vue en plongée. Plongée, ça veut dire qu'on est au-dessus du personnage, exactement comme si on était sur un plongeoir et qu'on s'apprêtait à lui plonger dessus, à plonger dans l'eau, à lui tomber dessus. Il y a certaines personnes qui appellent ça aussi le point de vue de l'oiseau. Bon, bah voilà, vous avez compris l'idée. Et bien sûr, on a le point de vue inverse, qui est donc la contre-plongée. Et là, c'est comme si vous étiez sous terre ou sous l'eau et que vous vous apprêtiez à remonter à la surface. Vous êtes donc en dessous du personnage. Donc vous le voyez au-dessus de vous. On appelle ça aussi le point de vue du ver de terre. Alors, dans quel cas utiliser l'un ou l'autre? Ça peut être pas mal, en particulier pour tout ce qui est plongée, c'est-à-dire vue du dessus, si vous voulez casser la monotonie du cadrage tout le temps identique, c'est-à-dire toujours le personnage avec la caméra qui est à hauteur de sa tête, et ça c'est le truc classique. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 10 pages, ça devient un petit peu saoulant, donc pour varier un petit peu, hop, vous pouvez dynamiser le tout avec ce genre de point de vue. Le point de vue en plongée aussi, c'est très bien si vous voulez placer les personnages, les situer, soit l'un par rapport à l'autre, soit au milieu d'un décor. Par exemple, des gens qui sont en train de monter des escaliers, ou des gens qui sont en train de se faufiler dans une ruelle. Ça permet de montrer comment sont en train de se déplacer les personnages. On utilise aussi beaucoup ce point de vue du dessus quand on veut montrer plusieurs personnages dans une même pièce, parce que, encore une fois, ça permet de bien situer où sont les personnages les uns par rapport aux autres. Mais attention, hein, on utilise ça de façon ponctuelle. On va le faire sur une case, allez, peut-être 2 ou 3 grands max. Par exemple, 2 personnages qui sont en train d'échanger, on va prendre le même point de vue pour 2 cases, mais après on s'arrête, parce que c'est pas très naturel. C'est pas très naturel parce que ça implique quelque chose, et c'est vrai également pour la contre-plongée, c'est que le visage du personnage est en partie masqué, puisqu'on ne le voit pas en entier. Et ça instaure un certain mystère, ou en tout cas une certaine distance par rapport au lecteur, puisque du coup, il ne voit pas le visage du personnage, il ne peut pas voir réellement ses réactions. Ça peut être un effet, si c'est voulu, par exemple pour garder du mystère, ou notamment je pense à la contre-plongée, ce point de vue où on voit le personnage du dessus avec des ombres qui sont en général assez fortes. Ça peut être vraiment pas mal si vous voulez mettre un petit peu d'angoisse. Vous voyez, genre une tension qui monte. Et évidemment, c'est très utilisé dans tout ce qui est scène de combat également. Encore une fois, pour dynamiser le tout. Mais donc, comme le visage est dissimulé, on peut jouer sur les ambiances de cette façon. Évidemment, le cas où il ne faut pas utiliser ce genre de point de vue, c'est à un moment où l'expression du personnage est vraiment très importante. Si vous voulez montrer qu'un personnage, par exemple, est très choqué, vous n'allez pas utiliser un point de vue où on dissimule en grande partie son visage. Ça marcherait pas. C'est pas interdit, mais ça marcherait pas aussi bien qu'un simple cadrage où on va voir un gros plan de son visage et au moins on comprend tout de suite ce qu'il ressent. A noter que autant la plongée c'est vraiment pas mal utilisé, donc notamment comme je le disais pour situer les personnages dans un décor, autant la contre-plongée c'est quand même assez rare. C'est beaucoup plus utilisé dans des choses, dans des BD type horreur ou tension, polar, ce genre de choses, que dans les BD classiques. On voit très rarement ce genre de point de vue, par exemple dans les shoujo, parce qu'on est sur des thèmes légers, de la romance, etc. Donc c'est pas très très utilisé, et c'est encore moins utilisé dans tout ce qui est illustration destinée à la jeunesse. Donc BD jeunesse pour tout ce qui est enfants ou jeunes adolescents, on voit pas trop ce genre de point de vue. Et en plus, c'est super difficile à dessiner. Maintenant, on va parler des plans qu'on pourrait grosso modo diviser en 3 grandes parties. Plan large, plan rapproché, gros plan. Le plan large, alors il se définit principalement par le fait que le personnage il est en pied, c'est-à-dire en entier. On le voit de la tête aux pieds. Des fois, il n'y a pas de décor. On voit beaucoup ça en manga quand, par exemple, on veut introduire un nouveau personnage, un personnage qui rentre dans la pièce. On aime bien le montrer en entier, notamment ça permet de voir ses vêtements. Ou si c'est un personnage qu'on rencontre pour la première fois, c'est une bonne façon de le présenter au lecteur. Mais le plus souvent, notamment en BD franco-belge, on utilise le plan large avec un personnage qui est entier dans un décor. Ou alors, des fois, il n'y a pas de personnage. C'est juste un plan large d'une ville. Voilà, ça c'est beaucoup utilisé pour montrer dans quel endroit on se situe. Et évidemment, c'est à utiliser fréquemment, en tout cas au moins une fois dans une scène,
pour situer le personnage. Il faut qu'on sache si le personnage il est dehors, dans une pièce. Et l'avantage de ce genre de case, c'est que vous la faites une fois. Et ensuite, c'est bon, le lecteur il a compris, vous n'êtes pas obligé de faire en permanence des plans larges. Des fois, ça aide à aérer un petit peu, hein. Exactement comme on peut jouer sur la plongée, le point de vue en plongée pour dynamiser un petit peu le tout et pas être trop rébarbatif dans ses points de vue, on peut utiliser un plan large, c'est-à-dire tout d'un coup on recule la caméra et puis ça permet de rappeler au lecteur où on est et comment ça se situe, comment sont les personnages les uns par rapport aux autres. Ou est-ce que le personnage s'est déplacé, s'il est dans une pièce, est-ce qu'il s'est déplacé, est-ce qu'il est dans un parc, assis sur un banc, etc. En revanche, avec le plan large, ce qu'on ne peut pas faire, c'est montrer les expressions des personnages, puisque par définition, la BD étant limitée, la taille de la case étant limitée, si vous faites le personnage en petit à l'intérieur, vous ne pouvez pas vraiment montrer ce qu'il ressent ou insister sur l'émotion du personnage, puisque en plus le lecteur va avoir tendance à détailler l'ensemble du personnage, donc de la tête aux pieds, plutôt que de se concentrer sur son expression. Donc on n'utilise pas le plan large à un moment d'intense émotion. Ok pour le plan large, ensuite on a le plan rapproché, qui comme son nom l'indique, est beaucoup plus près du personnage. En général, on voit à peu près la moitié du corps. Ça permet de beaucoup mieux montrer ses expressions, donc on va plutôt utiliser ce genre de plan pour le dialogue, ou quand le personnage est en train de faire quelque chose en particulier, puisqu'on va aussi inclure un petit peu de gestuel, alors surtout en haut évidemment. En plus de permettre de se concentrer davantage sur les personnages, le plan rapproché, il est aussi très utile si vous voulez décomposer une action. Par exemple, quelqu'un qui est en train de verser une tasse de thé, vous n'êtes pas obligé de le dessiner en entier. Vous pouvez parfaitement cadrer juste sur les bras qui tiennent la théière avec le thé qui est en train de remplir la tasse. De la même façon, vous pouvez par exemple dessiner un personnage en train de courir, vous n'êtes pas obligé de le dessiner en entier. Vous pouvez parfaitement cadrer juste les jambes en mouvement de course. C'est toujours un plan rapproché, simplement au lieu de cadrer sur la partie du haut, vous cadrez sur la partie qui est importante, à savoir les jambes. Le plan rapproché, c'est celui qui est le plus utilisé. Et enfin, on a le fameux gros plan. Le gros plan, c'est pour montrer vraiment un détail. Donc ça peut être en général sur le visage pour montrer l'émotion, la réaction d'un personnage, mais ça peut être aussi pour montrer un objet, détailler un vêtement, bref, tout ce qui a besoin d'être vu en gros pour qu'on comprenne bien, pour qu'on puisse vraiment bien l'analyser, hop, gros plan. Et évidemment, en opposition à ce qui a été dit précédemment, on va éviter les gros plans pour montrer un décor par exemple, puisque on va rien pouvoir montrer, donc on va rien comprendre, et on va éviter les gros plans pour tout ce qui est scène d'action, puisque là encore, on voit pas correctement ce qui se passe. Voilà pour les plans, donc on est ok, plan large, plan rapproché, gros plan. Vous avez compris. Pour finir, on va parler de la façon dont vous devez cadrer pour qu'on comprenne les interactions entre les personnages et ou entre les personnages, les objets ou les objets entre eux. En fait, c'est assez simple. Pour créer une interaction, il faut que quand le lecteur voit les cases, il y ait un lien de continuité de l'une à l'autre. Et en général, ça passe par le regard du personnage. Mise en situation. On va prendre l'exemple le plus classique, le dialogue. Retrouvons lapin et petit chat. Si je vous les montre comme ça, donc à gauche une case avec lapin et à droite une case avec petit chat. De prime abord, l'interprétation la plus simple, ce serait de se dire qu'ils sont tous les deux en train de regarder dans la même direction, quelque chose qui serait à gauche de l'image, et eux ils sont à droite et ils regardent vers la gauche. Donc c'est ce qu'on comprend, en fait on suit leur regard à l'un et à l'autre se dirige vers la gauche, donc on a l'impression qu'ils regardent tous les deux quelque chose qui est à gauche. C'est un peu étrange comme cadrage, puisque théoriquement s'ils sont côte à côte, ce qui est le cas puisqu'ils regardent dans la même direction, donc puisqu'on a le même point de vue, le même angle de caméra et qu'ils ont tous les deux le regard aligné sur quelque chose qui est à gauche, théoriquement c'est qu'ils sont à côté l'un de l'autre. Donc on aurait dû dessiner sur la case de lapin un morceau de petit chat, et pareil sur la case de petit chat un morceau de lapin. Comme ça, on aurait tout de suite compris qu'ils étaient l'un à côté de l'autre. Or là, ça n'a pas été fait.
Donc on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Mais regardez si j'inverse la case de lapin. Et bien là, on a l'impression qu'ils sont en train de se parler. Tout simplement parce qu'ils se font face à face. C'est-à-dire que si vous suivez le regard de lapin, vous suivez la ligne de son regard, vous tombez sur petit chat. Et si vous suivez le regard de petit chat, vous tombez sur lapin. Alors que sur les cases précédentes, on ne comprenait pas ça, c'était pas du tout évident, puisque il n'y avait pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que quand on suivait le regard de lapin, on ne tombait pas sur petit chat, et inversement. Donc, si vous voulez créer une interaction, vous devez toujours mettre ce genre de lien. Il faut toujours soit qu'on voit les deux éléments dans la même case, comme ça on comprend l'un par rapport à l'autre, et vous devez, sinon, toujours mettre ce lien de regard. Autre exemple, si je vous montre ça, pareil, il y a confusion. Parce que on se dit, en toute logique, si on force un petit peu, on comprend que le lapin voit une carotte. Mais on ne sait pas où est située la carotte, parce que comme il regarde face à lui, alors que théoriquement la carotte devrait être à ses pieds, par terre, puisqu'elle est au sol. Si on suit son regard, on ne tombe pas sur la carotte, on tombe sur rien du tout, on tombe sur l'air, le vide. Donc là, on ne comprend pas où est située la carotte. On pourrait se dire, bah en fait, il regarde à l'horizon parce que la carotte est super loin, mais dans ce cas, c'est pas très judicieux d'avoir choisi un gros plan sur la carotte, puisque on a l'impression en fait qu'elle est juste à côté, mais que du coup, il la regarde pas. Donc on comprend pas trop ce qui se passe. Si vraiment le lapin est en train de regarder au loin et que là-bas au loin il voyait une carotte par terre, il aurait fallu faire un effet de perspective en mettant la carotte tout en bas, plan large, tout là-bas au loin, et comme ça on aurait compris l'effet de distance. Or là c'est pas le cas, on a un gros plan et un gros plan. Alors que si je change la direction du regard de lapin, là, on suit son regard, on suit la ligne de son regard et on tombe sur la carotte. Donc on comprend tout de suite qu'il regarde à ses pieds et à ses pieds, il y a une carotte. Donc là, il s'agissait d'utiliser le regard comme lien d'interaction personnage-personnage ou personnage-objet. Mais vous pouvez aussi utiliser le cadrage pour ça, c'est ce qu'on appelle le champ contre champ. Le champ contre champ, ça va être principalement utilisé pour les dialogues. Alors avec un personnage au premier plan et un personnage en second plan, et souvent le personnage en second plan c'est celui qui est en train de parler, donc c'est sur lui qu'on se concentre, et le personnage au premier plan, en général on n'en voit qu'un seul petit bout, parce qu'il est très rapproché par rapport à la caméra. Ça permet de situer les personnages l'un par rapport à l'autre, ou l'un et l'autre dans le décor, et ça casse un petit peu la monotonie, souvent dans les dialogues on a un effet un peu ping-pong, genre personnage qui parle, puis personnage qui répond, personnage qui parle, personnage qui répond, et ainsi de suite. Donc comme des fois c'est un petit peu répétitif, hop, on va glisser un champ contre champ, ça permet de prendre un petit peu de recul et d'aérer un petit peu tout ça. Bien évidemment, ça marche aussi avec un personnage et un objet. Si vous voulez montrer une interaction entre un personnage et un objet, vous pouvez tout à fait faire un champ contre champ. Tout à l'heure, j'ai utilisé la carotte avec deux cases séparées et utilisé le regard du lapin pour comprendre qu'il est en train de regarder la carotte, mais j'aurais pu faire une seule case avec un champ contre champ entre le lapin et la carotte, aussi très simplement. Ou, je ne sais pas, autre exemple, un personnage qui essaie d'attraper un livre sur une étagère, et là en plus, vous allez avoir un effet de plongée contre plongée. Ce qui est important de saisir avec le champ contre champ, c'est qu'il y a différents plans à chaque fois. Vous avez toujours un personnage qui est plus près de la caméra et un personnage qui est plus loin. Un objet qui est plus près de la caméra et un objet qui est plus loin, etc. Il y a toujours un système de plans qui fait qu'il y a de la profondeur dans le champ. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un simple effet de plongée ou de contre-plongée, par exemple. Et ben voilà mes petits chats, je crois qu'on a tout dit. Ça fait pas mal d'informations, mais là, théoriquement, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un storyboard sans erreurs grossières, quelque chose de tout à fait acceptable. Bien sûr, après, à vous de mettre un petit peu d'imagination ou pas, hein. Il n'y a rien de mal à rester très classique. Et au moins avec le classique, vous êtes sûr de ne pas vous planter et vous êtes sûr que le lecteur n'aura pas de difficulté particulière à lire votre BD. La prochaine vidéo est probablement dernière, enfin en tout cas, je n'ai pas prévu d'autres. Sur le projet BD, ce sera tout ce qui est rendu final, c'est-à-dire le dernier passage quand on attaque les planches définitives. Bon, ce sera plus un partage de pensée que réellement des astuces, puisque
enfin je veux dire, une fois que vous avez fait votre storyboard, après les planches finales, ça consiste juste à les mettre au propre. Et après, je pense qu'on aura fini. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez de quoi faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye!